ainsi passer la parole à Corinne Truffier, qui va pouvoir, donc, qui représente, qui est référente BEP au niveau de la FAPE, et qui va pouvoir nous parler d'abord de ce que fait la FAPE dans le BEP et puis des préoccupations des parents en termes de prise en charge des EBEP. À toi, Corinne. Alors, oui, je remets ma caméra du coup. Donc, oui, à la FAPE, la Fédération des représentants des associations de parents d'élèves à l'étranger, bon, on milite depuis très très longtemps pour tout ce qui est une école inclusive. C'était bien avant que je sois nommée référente handicap il y a maintenant presque 4 ans. Tout ça pour dire qu'on a, dans un premier temps, nous soutenu et on soutient toujours toutes les innovations et toutes les actions des parents, notamment les premiers centres de ressources au sein des établissements. Et on se félicite de voir que depuis la loi de 2005, appliquée un peu plus tardivement dans le réseau, de voir cet engagement et cette prise de conscience que ces besoins, enfin que ces élèves à besoins spécifiques ne sont plus invisibles en fait dans le réseau, que tout à coup on s'est mis à les regarder et à se dire ah ils existent et on doit faire quelque chose pour eux. Pour nous, alors si je dois parler rapidement de ce que font les parents, je dois dire quand même que pendant très longtemps, ils ont été les moteurs des politiques inclusives dans leurs établissements et ils le sont encore dans pas mal d'établissements. C'est quand même eux qui impulsent, qui allument, je dirais, la petite étincelle pour que les chefs d'établissement s'emparent du sujet. Je prends juste un exemple pour les intervenants paramédicaux dont on a un petit peu déjà évoqué les choses et puis j'ai vu dans les commentaires que Madrid se félicitait de voir les orthophonistes rentrer dans le lycée. Là, c'est typiquement un sujet où les parents ont pris possession de la chose et se sont dit il faut absolument que on allège en fait le quotidien de nos enfants qui souvent se retrouvent à devoir aller à droite à gauche, parfois loin. Pour avoir un orthophoniste, c'est pris sur le temps scolaire. Donc voilà, ça c'est très important que les paramédicaux rentrent dans l'école. Je vois Raphaël, avec qui je travaille sur ce sujet à l'OBEP, sourire parce qu'on en est convaincu, mais c'est pas toujours évident en fait de motiver les chefs d'établissement dans cette direction-là. Et donc, voilà, Madrid a été un exemple aussi de collaboration entre l'AEFE et les parents, où on a fait, nous, remonter à la FAPE des réflexions de parents sur l'entrée des orthophonistes dans le réseau et l'AEFE a répondu avec diligence et efficience et efficacité pour que ça puisse se faire. Et là, je voudrais aussi dire que parfois, on peut imaginer que les parents voient uniquement l'intérêt de l'enfant et uniquement, mais pas toujours, parce que dans justement le fait de faire rentrer les paramédicaux dans l'établissement, ça crée aussi un lien, ça crée aussi cette unité entre l'école, les familles et les intervenants qui s'occupent des enfants en dehors du domaine scolaire. Et ça crée aussi des relations entre l'orthophoniste ou l'ergothérapeute qui pourrait intervenir dans l'établissement avec l'enseignant ou les enseignants de l'enfant. Donc c'est aussi un point, enfin je dirais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et aussi pour les enseignants. Donc ça, c'est un point auquel moi je suis très attachée, c'est que tout le monde puisse faire un partage des bonnes actions. Nous, la manière à la FAPE dont on soutient aussi les familles, c'est d'avoir un pôle aussi de parents qui se prennent en charge et qui prennent en charge les autres familles pour qui il y a ou découverte du trouble ou du handicap ou qui débarquent dans le réseau et comment est-ce qu'on s'y prend pour que le parcours de l'enfant se déroule au mieux dans le réseau. Et on a créé à l'initiative de cinq associations de parents d'élèves l'année dernière, on a créé un livret d'accueil pour les familles
qui ont des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce livret, il a été largement partagé dans les associations de parents d'élèves, mais également sur les sites de l'AEFE et de la MLF, puisque la première partie est une partie très générale, enfin, qui concerne à peu près tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un PAP, qu'est-ce que sont les troubles 10, tout ce genre d'informations. Comment est-ce qu'on saisit la MDPH pour une reconnaissance de handicap, enfin, voilà, des sujets qui concernent tout le monde dans la première partie. Et puis dans la deuxième partie, c'est vraiment pour le lycée en local. Comment ça se passe localement, qui je dois contacter, qui est responsable, est-ce que je contacte l'infirmière en local, enfin voilà, bon, des choses et aussi parfois très très spécifiques en local sur justement l'intervention de médecins ou de paramédicaux ou dans l'établissement ou pas, enfin voilà. Donc ça permet aux élèves, aux parents d'avoir une information tout à fait complète et ça on y tient énormément et on est ravis d'avoir participé à la création de ce livret. Et avec vraiment toute notre communauté, puisque maintenant le livret a été traduit en espagnol, en anglais, par différentes associations qui l'ont traduit pour que ce soit accessible à toutes les familles, à tous les parents. Je parlais aussi de partage de bonnes pratiques. Donc ça, c'est important aussi parce que la réussite des enfants à besoins éducatifs particuliers, c'est ce partage. Là, on a vu beaucoup d'initiatives créées motivées par les établissements. Je pense qu'il est aussi très important que les parents soient particulièrement engagés dans tous ces dispositifs. Pour nous, c'est important aussi qu'il y ait une valorisation des associations. Je pense par exemple à Francfort où l'association 10 à Francfort existe depuis une éternité, je crois au moins une quinzaine d'années. Elle est indépendante de l'école, mais elle agit avec le lycée français de Francfort, mais aussi avec l'école internationale ou l'école européenne, je perds le nom là tout à coup. Mais voilà, et ça c'est très important. C'est pas une association qui est dans l'école, mais c'est une association de parents qui aident l'école et je sais qu'ils ont fourni par exemple des kits avec du matériel pour certaines enseignantes et c'est vraiment une association une association de parents qui porte ces bonnes pratiques de partage puisque c'est ce que les parents ont découvert qu'ils font partager aux enseignants. On a aussi l'exemple de Barcelone, hein, avec depuis très longtemps la création de ce pôle d'AESH, c'est-à-dire que c'est l'association qui recrute les AESH, qui les embauche et qui fournit, enfin, et évidemment, les familles vont payer ce service à l'association, mais c'est vraiment l'association de parents d'élèves qui prend en charge tout l'aspect administratif, recrutement pour les familles. Et là, c'est tout bénef aussi. Enfin, si je peux me permettre l'expression, c'est un bénéfice en plus parce que ça décharge les familles de ce rôle-là d'employeur qui n'est pas si facile que ça pour tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de se dépatouiller avec l'administration. Et c'est du temps gagné pour passer du temps et permettre à nos enfants d'être mieux accompagnés par leurs parents. Donc voilà des dispositifs que je voulais mettre un petit peu en avant au niveau de la FAPE. Par contre, voilà, on est tout à fait conscient qu'il y a eu énormément de progrès, on doit le reconnaître, mais on attend toujours, et je l'ai vu dans l'enquête que vous avez donnée au début, là, les parents attendent toujours une meilleure formation des enseignants. Ça reste un point quand même essentiel, c'est-à-dire pour qu'il y ait une prise en charge globale et complète, il faut aussi que les enseignants soient formés pour accompagner ces enfants. J'allais dire aussi accompagner les parents. Une fois qu'on a compris ce que vivent les enfants, on se rend peut-être un petit peu mieux compte aussi de ce que vivent les parents à la maison.
Et ça, c'est important de le souligner parce que parfois, ce dialogue-là entre les enseignants et les parents, il ne passe pas bien parce que c'est deux mondes différents, mais c'est le même enfant, donc il faut se comprendre. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand moi, je fais des formations dans les établissements, j'aime vraiment parler et aux enseignants et aux parents au même moment, enfin, dans la même journée, pour vraiment qu'ils aient la même information. Je pense aussi que, et c'était donc aussi mentionné dans votre enquête, les chefs d'établissement sont le point principal pour mettre en place une politique d'école inclusive. Enfin, ça, c'est fondamental. Moi, je dis toujours, il ne faudrait pas pouvoir s'inscrire au DU si le chef d'établissement s'y est pas inscrit avant. Bon, je sais que c'est une illusion complète, mais en fait, ce serait un petit peu quand même dans ce sens-là qu'il faudrait aller, c'est-à-dire que c'est le chef d'établissement qui va impulser, qui va permettre aussi que les formations se fassent. On parlait tout à l'heure d'imposer, de rendre obligatoire les formations. Moi, j'ai vu dans certains établissements, pour mon passage, des chefs d'établissement ne pas faire qu'inciter fortement à assister à mes ateliers, mais il y avait une décharge horaire et un moment où on disait bah, il faut y aller, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc ça aussi, c'est très important et je pense que les familles se sentiront aussi en sécurité quand les chefs d'établissement s'empareront complètement de ce sujet. Et s'en emparer, c'est aussi en parler largement. C'est-à-dire que c'est faire connaître la politique d'inclusion aux autres parents également, parce que parfois le frein, il vient aussi des autres familles non concernées. Et ça, c'est important aussi que ce soit toute la communauté qui soit embarquée dans l'école inclusive, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. On ne peut pas se dire inclusif et ne pas vouloir de tel ou tel enfant dans la classe de son propre enfant, par exemple. Donc ça, c'est des choses que j'entends encore. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'association de parents de porter la parole pour tous les parents et de faire comprendre. Mais je pense aussi que c'est le rôle du chef d'établissement de dire qu'il est complètement engagé dans une politique d'inclusion. Et ça, c'est ce qu'on attend, nous, en tant que fédération des associations de parents d'élèves. Et puis, évidemment, si le chef d'établissement est embarqué pleinement dans cette inclusion, dans cette politique inclusive, bah, le parcours scolaire, l'orientation, tout ça, ça va être beaucoup plus fluide pour tout le monde parce que ce sera une politique globale réellement. Et c'est aussi pour ça qu'on milite beaucoup à la FAPE pour que dans chaque établissement, il y ait une commission école inclusive qui embarque tout le monde, toute la communauté, pour que y ait un vrai parcours, un vrai suivi de l'enfant, ce qui commence à être le cas, mais qui n'est pas encore complètement, malgré toutes les belles choses qu'on a vues ici. Je trouve ça formidable, mais on a encore quand même beaucoup d'établissements où c'est compliqué pour les enfants à besoins éducatifs particuliers, un, de trouver leur place, deux, de faire un parcours relativement serein. Et si je devais conclure, parce que je ne veux pas être trop longue, parce qu'on a déjà passé énormément de temps, pour moi, ce serait que de faire reconnaître que ces enfants ont un potentiel, que tous les enfants ont un potentiel, mais que ces enfants-là, plus particulièrement, ont un potentiel et qu'il faut absolument les accompagner vers leur propre réussite. Chacun va réussir à sa manière, à sa façon, et ça, c'est hyper important de le faire comprendre à la communauté dans son ensemble. Et puis, j'ajouterais, ça c'est ma petite touche personnelle, il faut sortir des sentiers battus absolument pour comprendre la valeur ajoutée que ces enfants nous apportent. C'est comme ça aussi, c'est en sortant des sentiers battus. Les Américains disent penser out of the box. J'aime bien cette expression. C'est comme ça aussi qu'on va construire une école moderne, et j'ai envie de dire en adéquation aussi avec les valeurs contemporaines maintenant de diversité et d'équité. Et je terminerai juste par cette petite phrase. Je pense qu'il est grand temps, on a commencé mais on ne le fait pas encore assez, c'est de regarder ces enfants comme une chance plutôt que comme une contrainte. Et je crois que c'est Dominique qui l'a dit avant moi tout à l'heure. Mais ça, il est grand temps de faire comprendre à la communauté
dans sa globalité que ces enfants, c'est une chance et pas une contrainte pour le réseau. Et si, voilà, nous, on essaye à la FAPE de faire à notre mesure, faire grandir cette idée-là, et notamment aussi en participant activement à l'OBEP, parce que ce sont des actions concrètes, et nous, c'est ce qu'on attend aussi du réseau, ce sont des actions concrètes pour les enfants et les familles. Voilà, j'ai essayé d'être très courte. Merci en tout cas pour toute cette présentation. Et je pense qu'il serait important que nous puissions mettre à l'honneur votre travail aussi sur notre plateforme, parce qu'on a besoin d'intervenants comme vous. Beaucoup trop de parents sont dépourvus, et vous savez bien que ce réseau est très inégalitaire sur un plan de l'accompagnement des familles, hein, qu'on soit dans un EGD conventionné ou partenaire, parfois dans une petite école, n'a rien à voir en matière d'accompagnement et d'aide et financement public, évidemment, même si vous-même, vous ne relevez pas de financement public, mais néanmoins, les avantages des uns sont parfois plus conséquents que pour d'autres. Donc, c'est bien quand il y a des personnes comme vous qui peuvent se mettre à disposition au sens d'un établissement, même à distance, que vous puissiez les accompagner parce que, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ce qui manque souvent cruellement, c'est la formation des personnels de direction. Alors bon, ce n'est pas de leur fait ni de leur responsabilité de prime abord, puisque c'est peut-être pas quelque chose que l'institution porte cette formation particulière de l'inclusion avant le départ à l'étranger, mais je considère que c'est une carence auquel il va falloir que nous remédions, parce que partir à l'étranger, qu'on soit personnel enseignant ou qu'on soit personnel de direction, c'est une, comment dire, c'est partir avec un bagage aussi et des outils suffisamment importants pour pouvoir déployer sur le terrain des compétences, je dirais, qui parfois n'existent pas ou doivent être renforcées. Donc, il est important que l'acteur, je veux dire, majeur d'un établissement, l'équipe de direction, enfin les acteurs ou le proviseur ou directeur d'école d'ailleurs, soient suffisamment armés eux-mêmes en amont. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que l'institution va devoir prendre à son compte, hein, que ce soit par le biais des opérateurs ou par le biais de l'éducation nationale, mais c'est essentiel que les chefs d'établissement, l'équipe de direction soient déjà informés sur tout ce qui se fait. Et là encore, je le redis, vous voyez, Réflexe a cette volonté, c'est de montrer qu'il se fait des choses et que les gens ne sont pas seuls. Mais quand on est parent, quand on est chef d'établissement, parfois on peut avoir ce sentiment d'être un peu seul face à certaines difficultés. Et c'est toujours très difficile de devoir dire non à une famille quand on ne sait pas toujours l'accueillir ou qu'on est un peu dépourvu. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qui se fait à l'OBEP et que vous proposez les uns les autres par le biais des fédérations et particulièrement la FAPE, ben, je pense que si on fait savoir, si on porte à l'attention de tous ces actions, les gens se sentiront beaucoup moins seuls et beaucoup moins souvent laissés un peu pour compte parce qu'il y a des dispositifs qui accompagnent, mais on n'a pas tous la chance quand on est parent, et moi je suis aussi parent, de se retrouver dans des grands établissements très bien accompagnés. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire connaître, si vous le permettez, madame, par le biais de notre plateforme aussi, ce que vous proposez, comme tous ceux qui interviennent et qui sont prêts à se mettre à disposition de ce réseau. Voilà. Avec plaisir. Et surtout dans les petits établissements qui en ont le plus besoin. Avec plaisir, nous on partage et voilà. J'ai activé mon micro. Parfait. Je n'entends plus rien là. Oui, François, tu... Et voilà, et bon, nous, on a aussi sur notre site tout un onglet éducation EBEP, et moi, je suis de permanence au bureau de la FAPE tous les jeudis. Et donc, les parents peuvent me saisir aussi en direct, et j'essaye de faire avec mes moyens, j'essaye de répondre à leurs questions, ou en tout cas de les envoyer vers la bonne personne pour essayer de régler les problèmes quand il y en a. Mais c'est vrai que c'est aussi, on avait une personne référente ressource dans l'établissement et facilement identifiable pour les familles, ce serait un plus aussi.
Merci beaucoup, Corinne. Si tu peux d'ailleurs mettre le lien sur la page spécifique du site de la FAPE dans le chat. Ah oui. Là, on a envoyé, nous, un petit peu plus tôt, un lien sur la plateforme Reflex, parce que comme vous le savez peut-être, hein, l'idée de Reflex, c'est ces rendez-vous, mais c'est également d'indexer beaucoup de ressources qu'on peut trouver à travers le réseau. Et on a sur la plateforme Reflex une page dédiée à l'inclusion. Donc, l'équipe l'a mise, et pourra peut-être la remettre à nouveau dans le chat pour que tout le monde puisse aller voir tout ce qui se fait. Et si vous avez connaissance de dispositifs ou autres qui ne sont pas référencés par nos soins, faites-le nous savoir parce que ça sera toujours intéressant de pouvoir élargir notre base de données, entre guillemets.